Le conflit sur le territoire national ne ressemble probablement pas à ce que vous imaginez si vos références sont la Seconde Guerre mondiale. La guerre de demain sur un territoire comme la France, si elle devait arriver, ressemblerait davantage à ceci. Une frappe de missile de précision sur une centrale de traitement des eaux à Lyon, par exemple. Un sabotage de poste électrique régional qui plonge un département dans le noir pendant 48 heures. Imagine un matin où la France se réveille avec une double réalité. D'un côté, la vie continue parce qu'il faut bien continuer. De l'autre, le pays vient d'entrer dans une séquence où la guerre n'est plus un mot abstrait. Elle touche les infrastructures, la psychologie collective, les chaînes logistiques et parfois le territoire lui-même par des frappes, des actions clandestines, du sabotage, des cyberattaques et ce brouillard informationnel qui brouille la perception du vrai et du faux. Si tu regardes ce qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient, avec l'enchaînement entre les États-Unis, l'Israël et l'Iran, tu vois un mécanisme qui concerne tout le monde. L'escalade peut être rapide, la réaction peut être brutale, et les effets débordent largement de la zone de conflit. Même quand les événements sont loin, ils produisent des conséquences ici, sur l'énergie, sur les flux, sur la tension sociale et sur les menaces dites hybrides. Et c'est précisément là que le sujet sécurité civile devient un sujet majeur, parce qu'elle est l'ossature de la protection de la population quand l'État est sous stress. Et il y a une question que presque personne ne pose vraiment. Pas parce qu'elle est trop technique, parce qu'elle est trop inconfortable. La question c'est celle-là. Si la France se retrouvait engagée dans un conflit de haute intensité, que ce soit en soutien à un théâtre extérieur, ou pire, avec des effets qui touchent directement le territoire national, est-ce que le système de protection de la population serait capable de tenir ? Est-ce que la sécurité civile sera toujours aussi efficace ? Pas le temps d'une crise, pas le temps d'un choc ponctuel, tenir dans la durée, tenir sous saturation, tenir sous pression hybride, avec des cyberattaques, du sabotage, des frappes sur les infrastructures, et une population qui commence à comprendre que quelque chose de sérieux se passe. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question en deux temps. Premier temps, ce que la France mobilise quand elle est en guerre ailleurs et que les effets commencent à se faire sentir ici. Deuxième temps, ce que ça devient si le conflit bascule sur le territoire national lui-même. Alors petit disclaimer, car ce n'est pas une vidéo catastrophiste. Ce n'est pas une vidéo sur le désastre annoncé, loin de là. C'est une vidéo sur l'organisation, sur les mécanismes réels, sur les forces et les points de fragilité du modèle français de sécurité civile. Et cela, bien évidemment, n'engage que moi et mon regard de professionnel. Parce que comprendre comment ça fonctionne, c'est déjà être moins vulnérable. Commençons par un constat qui semble évident, mais qui ne l'est pas. Quand la France est engagée dans un conflit extérieur, pensez à des théâtres comme le Sahel par exemple, ou aux logiques d'engagement qui peuvent émerger dans un conflit européen de haute intensité, la guerre n'attend pas que vous ayez fermé les frontières pour vous affecter. Elle entre par d'autres portes. La première porte, c'est l'énergie. La France dépend, comme tous les pays européens, de chaînes d'approvisionnement qui traversent des zones de tension. En situation de conflit régional ou mondial, les marchés de l'énergie sont les premiers à réagir. Et quand l'énergie est instable, toute la chaîne de résilience s'affaiblit. Les hôpitaux, les centres de traitement de l'alerte, les réseaux de communication et les installations logistiques des services d'incendie et de secours. La deuxième porte, c'est la pression informationnelle. On ne mesure pas encore bien collectivement à quel point la désinformation en temps de crise est une arme opérationnelle. Elle ne tue pas directement, évidemment, mais elle crée des mouvements de foule, elle paralyse les décisions, elle érode la confiance dans les institutions, et elle peut transformer une situation gérée en situation complètement incontrôlable. Les études menées sur des crises récentes, les attentats de 2015, la crise Covid, les émeutes de 2003, montrent que la couche informationnelle peut amplifier les effets d'un événement aussi sûrement qu'un deuxième choc physique. La troisième porte, et il faut s'y attendre, c'est le sabotage des infrastructures critiques. Regardez ce qui se passe en Europe depuis 2022. Des câbles sous-marins coupés en mer Baltique, des voies ferrées dont les systèmes de signalisation sont perturbés, des gazoducs, des réseaux électriques. En France, on a des infrastructures critiques, nucléaires, hydrauliques, ferroviaires, portuaires, qui sont des cibles potentielles. Pas parce que c'est de la fiction, mais parce que c'est la doctrine documentée des adversaires stratégiques qui ont été identifiés publiquement dans les documents officiels. Et je vous parle ici du rapport du Sénat sur la résilience nationale, des rapports du SGDSN ou encore de la Revue nationale stratégique. La quatrième porte, c'est la tension sociale interne. Une société en guerre, même lointaine, est une société sous stress. Les flux migratoires changent, les communautés se fragmentent, les peurs se polarisent. Et cette tension sociale crée un surcroît d'événements que la sécurité civile doit absorber. Intervention en milieu difficile, situation de crise psychologique, événements collectifs qui dégénèrent. Donc avant même qu'un obus ne tombe sur le sol français, la sécurité civile est déjà en régime de sollicitation accrue. Et dans ce contexte, la question qui se pose en premier,
c'est celle de la gouvernance. En France, le système de commandement de la sécurité civile repose sur une séparation claire. Et cette clarté est fondamentale. D'un côté, il y a la direction des opérations de secours. C'est une prérogative de l'autorité de police. En temps normal, le maire est directeur des opérations de secours sur sa commune. Dès que l'événement dépasse la commune, ou dès que la complexité l'exige, le préfet reprend la main. De l'autre côté, il y a le commandement opérationnel. C'est là qu'intervient le commandant des opérations de secours, le COS, le sapeur-pompier. Coordination des moyens, manœuvre sur le terrain, montée en puissance. Pourquoi cette distinction est-elle capitale en temps de guerre? Parce qu'en situation de crise de haute intensité, vous n'avez pas seulement un problème opérationnel, vous avez un problème politique. Quelqu'un doit décider de prioriser. Concentrer les moyens de secours sur une zone plutôt qu'une autre, décider d'évacuer une ville, ou encore décider de maintenir un axe ouvert même sous risque. Ces décisions ne peuvent pas être prises par un chef de colonne ou un chef de site sur le terrain. Elles nécessitent une légitimité publique, une vision globale et une capacité à assumer des choix difficiles. Et c'est exactement ce que prévoit le cadre juridique français, un échelon politique qui décide et assume, un échelon opérationnel qui exécute et coordonne. Quand on parle de montée en puissance, il faut parler d'ORSEC. ORSEC, vous le connaissez. Le dispositif ORSEC, c'est Organisation de la réponse de sécurité civile. Et c'est souvent présenté comme un simple plan d'urgence. C'est en réalité beaucoup plus que ça. C'est une architecture de réponse, une grammaire commune, un cadre qui permet à des acteurs très différents, sapeurs-pompiers, forces de l'ordre, SAMU, associations agréées de sécurité civile, opérateurs de réseau ou encore forces armées, de se comprendre, de se coordonner et de monter en puissance sans devoir tout réinventer à chaque crise. Ce dispositif existe à deux niveaux qui nous intéressent particulièrement. Le niveau départemental d'abord, qui est le premier niveau de réponse organisée, le niveau zonal ensuite, et c'est ici que ça devient stratégique. La France métropolitaine est découpée en 7 zones de défense et de sécurité. Ces zones ont leur propre centre de coordination, leur propre préfet de zone et leur propre logique de redistribution des ressources. En temps de guerre, l'échelon zonal devient le vrai niveau opérationnel. C'est lui qui redistribue les renforts, qui organise les relèves, qui gère les flux logistiques et qui garantit une cohérence d'ensemble quand plusieurs départements sont simultanément en difficulté. Un département peut tenir sous un choc court. Une zone peut tenir dans la durée. C'est la différence entre résister à un sprint et tenir un marathon. Maintenant, entrons dans la structure elle-même. Parce qu'une des choses que les gens ignorent souvent, c'est la vraie complexité et la vraie richesse du modèle français de sécurité civile. Ce n'est pas monolithique, c'est un système composite avec des composantes très différentes qui s'articulent. La colonne vertébrale territoriale, ce sont les services départementaux d'incendie et de secours. Il y en a 96 en métropole et 100 au total avec l'outre-mer. Chacun couvre un département. Chacun articule des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires. Et c'est ici qu'il faut s'arrêter sur la réalité de ce volontariat, parce qu'elle est à la fois une force extraordinaire et un point de fragilité qu'on ne peut pas ignorer. La France compte environ 200 000 sapeurs-pompiers volontaires. C'est le cœur battant de la couverture territoriale. Sans eux, des centaines de communes rurales n'auraient tout simplement plus de réponse de proximité. Ils permettent de maintenir un maillage serré sur tout le territoire, là où des professionnels seuls ne seraient économiquement et logistiquement pas tenables. Mais le volontariat, en temps de guerre, c'est aussi une question sensible. Un sapeur-pompier volontaire a un employeur, il a une famille, il a d'autres engagements. Si la guerre dure, si les disponibilités s'érodent, si les rappels professionnels s'accumulent, la disponibilité du volontariat peut fléchir exactement au moment où on en a le plus besoin. C'est un défi documenté sous différents aspects. Le Beauvau de la sécurité civile, les travaux parlementaires, les rapports de la Cour des comptes l'ont tous identifié. Et c'est précisément pourquoi la question de la fidélisation, de la formation et du soutien au volontariat n'est pas seulement une question RH, c'est une question de défense nationale. Il y a deux corps qui méritent une attention particulière parce qu'ils incarnent quelque chose que le reste du monde ne reproduit pas facilement. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Ces deux unités sont militaires, pas civiles, militaires. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire une chaîne de commandement militaire, une culture de l'obéissance, de la discipline, de la continuité de service qui est structurellement différente du reste. Ça veut dire des personnels qui ont signé pour servir, y compris dans des conditions dégradées, y compris sous contrainte. La BSPP couvre Paris et la Petite Couronne, une zone de plus de 7 millions d'habitants. Le BMPM couvre Marseille et l'agglomération. Ces deux zones sont des cibles évidentes en cas de frappe ou de déstabilisation. Et là, le fait d'avoir des unités militaires, avec leur niveau d'entraînement, leur capacité à fonctionner en mode dégradé, leur résistance à la désorganisation, change fondamentalement la donne par rapport à un service civil
qui n'a pas été pensé pour ce type de résilience extrême. Les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les UISC, sont probablement la composante la moins connue du grand public, et pourtant l'une des plus précieuses en situation de crise majeure. Il en existe 4 à Nogent-le-Rotrou, à Brignoles, à Corté et à Libourne. Ce sont des unités militaires de la sécurité civile, des professionnels entraînés pour intervenir vite, fort, dans des environnements dégradés, comme des séismes, des catastrophes industrielles, des effondrements d'infrastructures ou des zones partiellement inaccessibles. Sur un théâtre de guerre nationale, leur valeur est évidente et immédiate. Ce sont eux qui les disent dépassés, ce sont eux qui sécurisent des zones effondrées pour permettre aux équipes de secours d'entrer. Ce sont eux qui interviennent dans des zones partiellement contaminées, privées de réseau, avec des accès coupés ou dangereux. Une UISC déployée sur un territoire sinistré, c'est une colonne vertébrale qui arrive avec ses propres moyens de commandement, de logistique, de communication et de soutien. Elle n'a pas besoin que le territoire local soit encore fonctionnel pour être opérationnel. C'est conçu pour fonctionner dans le vide. Par facilité, on réduit souvent les moyens aériens de la sécurité civile au Canadair. C'est les plus visibles. Mais c'est une erreur de catégorie. La direction des moyens aériens de la sécurité civile, qui gère la flotte, c'est un dispositif complet. Des bombardiers d'eau, oui, des Dash 8, des Canadair CL415, environ 12 Canadair et une flotte de Dash pour les opérations de retardant et de coordination. Mais aussi des hélicoptères Dragon, une trentaine de machines réparties sur tout le territoire avec des bases opérationnelles avancées. Ces hélicoptères font de l'évacuation sanitaire, du secours en montagne, des reconnaissances, du transport de personnel spécialisé, même des liaisons en zone coupée. En temps de guerre, quand les routes sont coupées, quand les axes sont dangereux, quand il faut amener des soins dans une zone isolée, quand il faut évacuer des blessés graves, ou encore quand il faut évaluer en temps réel une situation sur un territoire sinistré, cette capacité aérienne est ce qui vous permet de maintenir une présence et une réponse là où les moyens terrestres ne peuvent plus aller. Et ce n'est pas seulement une question d'efficacité, c'est une question de temps. En médecine d'urgence, il y a ce qu'on appelle la golden hour. La première heure, après un traumatisme grave, est celle où les chances de survie sont les plus élevées. Un hélicoptère médicalisé, c'est la capacité à respecter cette fenêtre, même dans des conditions de territoire dégradé. Il y a une composante de sécurité civile dont on parle très peu et qui revient comme un sujet brûlant si on projette un conflit sur le territoire national. Le déminage. Le service de déminage du ministère de l'Intérieur est une structure discrète, mais dont les effectifs et les capacités sont calibrés pour une époque qui semblait révolue. Depuis 2022, ce calibrage est en cours de révision dans les cercles spécialisés, mais le constat est là. En situation de conflit sur le territoire, les engins explosifs improvisés, les munitions non explosées, les dispositifs de sabotage, tout cela devient du quotidien opérationnel. Et sans sécurisation des zones, les équipes de secours ne peuvent pas entrer. Les axes ne peuvent pas rouvrir. Les hôpitaux de campagne ne peuvent pas s'installer. Le déminage n'est pas un supplément tactique, c'est un préalable. Et en France, cette fonction, qui était historiquement dimensionnée pour traiter les munitions de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, encore découverte lors de travaux, doit être repensée pour faire face à des munitions modernes et à des dispositifs intentionnellement déposés. On ne peut pas parler de la sécurité civile en temps de guerre sans parler de la santé. Et ici, le sujet est à la fois le plus crucial et le plus fragile. Un hôpital est une infrastructure critique. Je dis ça et ça semble évident, mais les implications sont vertigineuses. Un hôpital moderne en France consomme plusieurs mégawatts d'électricité en continu. Il dépend d'une chaîne d'approvisionnement en médicaments, en dispositifs médicaux, en fluides médicaux, comme l'oxygène, mais aussi tout ce qui alimente les réanimations, les blocs, les urgences. Il dépend de personnel qui habite parfois à 30 ou 40 km, voire plus. Et évidemment, si vous perturbez l'une de ces chaînes, vous fragilisez l'ensemble. Et c'est exactement ce que cible une stratégie de guerre hybride. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Les hôpitaux sont visés. Pas nécessairement détruire l'hôpital, le paralyser, saturer les urgences avec de faux événements, couper l'alimentation électrique le temps de désorganiser les plannings, perturber les communications, créer un engorgement systémique qui fait que l'hôpital existe encore mais ne peut plus fonctionner normalement. Face à ces risques, le système hospitalier français dispose du plan blanc. Le plan blanc, c'est le dispositif de gestion de crise interne à l'établissement. Il permet de déprogrammer des actes non urgents, d'augmenter les capacités d'accueil, de rappeler le personnel, d'activer des filières de tri et de s'inscrire dans la coordination avec le SAMU et les autorités de tutelle. En France, le SAMU, que je salue parce qu'il fait un travail formidable, SAMU c'est Service d'aide médicale urgente, est l'opérateur central de la régulation médicale. C'est lui qui dispatche, qui oriente, qui décide de qui va où en fonction des capacités et des besoins. En situation de guerre, la surcharge du SAMU peut être délibérément provoquée. Des appels parasites, des informations contradictoires, une saturation artificielle du 15.
Tout cela peut créer un engorgement fonctionnel sans qu'une seule bombe soit tombée. C'est pourquoi les réseaux de communication du SAMU disposent de redondances, mais ces redondances ont des limites. Et les réflexions sur la robustesse de ces systèmes en temps de conflit est aujourd'hui un sujet très sérieux dans les cercles de planification. Il y a quelque chose d'important à comprendre sur l'évolution de la médecine militaire et de la médecine de catastrophe en France. Pendant des décennies, les protocoles médicaux d'urgence ont été optimisés pour des contextes de paix. Des infrastructures stables, des délais de transport raisonnables et une chaîne de soins intacte. La médecine de guerre, c'est un autre paradigme. On parle de tri médical, c'est-à-dire le triage. C'est une décision qui consiste à décider qui a les meilleures chances de survie avec les ressources disponibles au moment présent et à concentrer les soins sur ces patients, parfois au détriment de ceux dont l'état est jugé trop grave ou trop léger. Choisir, c'est renoncer. Et c'est une décision que personne ne veut prendre. Mais c'est une décision qui s'impose dans des situations de saturation massive. La France a d'excellents médecins formés à ce type de triage. Le service de santé des armées en particulier dispose d'une expertise que peu d'armées au monde possèdent à ce niveau. Mais la jonction entre la médecine militaire et la médecine civile, dans des situations hybrides où le front n'est pas clairement défini, reste un défi d'organisation. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup évitent dans ce débat, parce que c'est inconfortable. C'est la question du droit en temps de guerre. La France a une tradition juridique qui prend très au sérieux la continuité des services essentiels. Cette tradition remonte loin. La notion de service public à la française, une conception qui place certaines fonctions hors jeu ordinaire du marché et de la volonté individuelle, a des racines à la fois philosophiques et pragmatiques. Pragmatique parce que l'histoire a montré que quand ces fonctions tombent, les sociétés basculent rapidement dans des formes de désordre qui coûtent infiniment plus que le maintien contraint du service. Concrètement, la France dispose de plusieurs outils juridiques. Il y a d'abord le régime des missions incompatibles avec le droit de retrait. Dans la fonction publique territoriale, le droit de retrait existe. Un agent qui fait face à un danger grave et imminent peut se retirer. Mais ce droit a des limites. Un arrêté interministériel du 7 juillet 1983 précise les missions incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel pour les sapeurs-pompiers professionnels. Ces missions incompatibles sont, pour l'essentiel, les missions opérationnelles. La logique est implacable. Si chaque pompier peut individuellement décider de ne pas aller au feu parce qu'il estime le risque trop élevé, il n'y a plus de service de secours. Et si le service de secours s'arrête pendant une catastrophe, les morts s'accumulent. Ce n'est pas un texte autoritaire, c'est un texte de réalisme. Certaines fonctions n'admettent pas l'interruption individuelle. Au-delà du droit de retrait, il existe un outil plus large que vous connaissez, la réquisition. L'État, en cas de situation de crise nationale, peut réquisitionner des moyens, des services, des biens, ou sous certaines conditions, des personnes. Ce n'est pas un texte d'exception théorique. C'est un dispositif qui a été utilisé dans l'histoire récente, notamment pendant la crise Covid, pour réquisitionner des moyens de protection individuelle, des capacités de transport, des personnels de santé. En temps de guerre, le périmètre de la réquisition peut s'étendre considérablement. Les transports, le carburant, l'alimentation, la logistique, les personnels de sécurité civile, les opérateurs d'infrastructure, j'en passe et des meilleurs. Et c'est ici que la sécurité civile rejoint quelque chose de plus large. La notion de continuité des activités essentielles. L'énergie, l'eau, l'alimentation, les télécommunications, le transport, la santé, la sécurité, la logistique. Si l'une de ces fonctions s'effondre, ce n'est plus un problème de secours. C'est un problème de survie collective. Pour comprendre l'architecture actuelle, il faut remonter à la défense passive. La France a commencé à organiser sérieusement la protection des civils face au risque de bombardement à la fin des années 20 et au début des années 30. La loi du 8 avril 1935 sur l'organisation de la nation en temps de guerre est un jalon central. Elle instaure une organisation systémique. L'alerte, les abris, les consignes de comportement, les services de secours aux populations, la coordination entre l'État et les collectivités. C'est en fait la matrice de ce qu'on appelle aujourd'hui la protection civile, puis la sécurité civile. Mais il y a un élément de cette histoire qu'on évoque trop peu. La Seconde Guerre mondiale a montré les limites des dispositifs pensés pour un conflit à distance. Le bombardement de Brest, le bombardement de Rouen, de Caen, du Havre, des villes entières pulvérisées, non pas par l'ennemi, mais par les Alliés qui cherchaient à couper les lignes de ravitaillement allemandes. Plus de 60 000 civils français ont été tués par des bombardements alliés entre 1940 et 1944. 60 000. Le système de défense passive n'était pas préparé pour cette échelle. Les abris manquaient, les communications étaient insuffisantes, les services d'incendie et de secours étaient débordés. Ce que la France a appris de cette histoire, c'est que la protection civile n'est pas seulement un problème de volonté. C'est un problème de structure, d'anticipation et de capacité à tenir dans la durée. Et c'est exactement ce que la doctrine actuelle cherche à incarner.
Maintenant, franchissons un seuil que personne ne voudrait voir franchi, mais on va le faire. Parce qu'on peut débattre indéfiniment de ce que la France mobilise quand la guerre est ailleurs. Mais la question qui est au fond de tout ça, et que les gens ressentent, même s'ils ne la reformulent pas ainsi, c'est « et si la guerre venait ici ?» Je dois d'abord clarifier quelque chose. Le conflit sur le territoire national ne ressemble probablement pas à ce que vous imaginez si vos références sont la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas en premier lieu des divisions blindées qui avancent sur Paris. La guerre de demain, sur un territoire comme la France, si elle devait arriver, ressemblerait davantage à ceci. Une frappe de missile de précision sur une centrale de traitement des eaux à Lyon, par exemple. Un sabotage de poste électrique régional qui plonge un département dans le noir pendant 48 heures. Une cyberattaque sur un réseau de régulation du trafic aérien. Un incendie simultané dans plusieurs entrepôts logistiques de la région parisienne. Encore une attaque chimique légère dans un espace bondé pour créer la panique. Ce ne sont pas des scénarios de cinéma, mais regardez ce qui se passe en Ukraine. Ce sont des capacités que des acteurs étatiques ou para-étatiques ont démontrées dans des conflits récents. Et chacun de ces événements pris isolément est gérable. C'est la simultanéité qui tue le système. C'est le concept central. Le système français de sécurité civile est conçu pour absorber des chocs. Des séismes, des inondations majeures, des tempêtes, des accidents industriels. Il a des capacités de montée en puissance, de renforts interdépartementaux, de mobilisation nationale. Mais ce système est dimensionné pour des événements séquentiels ou pour des événements simultanés à petite échelle. La simultanéité de grande ampleur, c'est ce qui le met en tension. Imaginez ce scénario. Un lundi matin, une frappe sur le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer. Le SDIS 13 est en alerte maximale. Les colonnes régionales de renfort sont activées. Lundi après-midi, une explosion dans un tunnel ferroviaire en Île-de-France. Plusieurs victimes. Le SAMU 75 et la BSPP sont projetés. Le lundi soir, une attaque cyber sur le centre de traitement de l'alerte de la zone sud. Les communications sont dégradées. Mardi matin, des appels d'urgence qui multiplient par 5 le volume habituel du 15 dans la région lyonnaise. La moitié sont des faux appels de saturation. Dans cette mosaïque, qui priorise ? Qui décide que Fos est plus urgent que Lyon? Qui gère l'information quand les communications sont partiellement tombées? Qui tient le soutien logistique quand les dépôts de carburant sont sous surveillance? C'est là que le système est testé. Et c'est là que les réponses ne sont pas évidentes, loin de là. En situation de conflit sur le territoire, la chaîne de commandement est soumise à des pressions que les exercices de crise simulent imparfaitement. Premier défi, la saturation décisionnelle. Quand 10 décisions critiques doivent être prises simultanément, les processus habituels craquent. Les réunions de crise prennent trop de temps. Les remontées d'informations sont incomplètes. Les décideurs sont épuisés. La France a travaillé sur ces questions. Les centres opérationnels de zone, les systèmes d'information et de commandement intégrés, les exercices NRBC, sont autant de préparation à ces situations. Mais la préparation a un ennemi, le temps qui passe sans crise. Chaque année sans crise majeure érode un peu la préparation. Les budgets sont réorientés. Les exercices sont allégés. Les compétences rares s'évaporent parce que les experts partent ailleurs. C'est le paradoxe de la résilience. On la construit pour des événements qui n'arrivent pas. Et quand ils n'arrivent pas pendant longtemps, on commence à se demander pourquoi on dépense autant d'argent pour ça. Pourtant, anticiper, c'est dominer. Si on synthétise ce qui fait vraiment la différence entre un système qui tient et un système qui s'effondre, on arrive à 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est l'alerte et les transmissions. Tout commence là. Si vous ne pouvez pas recevoir l'alerte, vous ne pouvez pas répondre. La France a un système national d'alerte, le FR Alert, activé en 2022, qui permet d'envoyer des messages d'alerte directement sur les téléphones portables dans une zone géographique déterminée. C'est un progrès réel et très intéressant. Mais en situation de conflit, les réseaux téléphoniques mobiles sont des cibles. Ils sont vulnérables aux interférences, aux attaques sur les antennes, aux surcharges de trafic. Les réseaux professionnels dédiés, comme Antares, qui est le réseau national de radiocommunication des services d'urgence, sont plus robustes, mais ils ont leurs propres points de fragilité. La redondance des systèmes de transmission est une priorité absolue. Sans communication, une organisation de crise devient une collection d'individus isolés qui ne savent pas ce que font leurs voisins. Le deuxième pilier, c'est la capacité humaine à durer. La guerre, c'est long, très long, trop long. Ce n'est pas un sprint, c'est une épreuve d'endurance. Et l'endurance humaine a des limites psychologiques et physiologiques que les planificateurs intègrent souvent insuffisamment. Un sapeur-pompier qui travaille 20 heures d'affilée sous stress extrême n'est pas un sapeur-pompier qui travaille 20 heures. C'est un sapeur-pompier dont les capacités de jugement, de réflexe et de résistance à l'erreur se dégradent exponentiellement à partir de la 12e heure. D'ailleurs, les études militaires sur la fatigue au combat sont très claires là-dessus. La fatigue tue.
Pas directement, mais par l'accumulation d'erreurs, par les décisions de mauvaise qualité, par les accidents, par les effondrements psychologiques. Les systèmes de relève, les rotations, la protection des équipes, le soutien psychologique préventif, ce n'est pas du luxe, c'est des conditions de tenue opérationnelle. La France a des dispositifs, la CUMP, c'est la cellule d'urgence médico-psychologique par exemple. Elle intervient sur les événements traumatisants. Les protocoles de gestion du stress post-traumatique existent, mais ces dispositifs sont dimensionnés pour des crises ponctuelles. Une guerre dure, ça demande une organisation permanente du soutien psychologique, pas une réponse ponctuelle. Sans logistique, il n'y a pas de secours, il y a des intentions. La logistique, c'est le carburant pour les véhicules, les pièces de rechange pour les machines, les médicaments pour les postes médicaux avancés, les rations alimentaires pour les personnels en opération longue durée, ou encore les batteries pour les équipements de communication. Chacun de ces items, et il y en a bien d'autres, a une chaîne d'approvisionnement. Et en temps de guerre, chaque maillon de cette chaîne peut être fragilisé. La France a des stocks stratégiques, elle a des accords de fourniture, elle a une logistique militaire qui peut appuyer la sécurité civile. Mais la logistique d'urgence souffre d'un problème structurel en temps de paix. Elle est perçue comme un coût. On la rationalise, on réduit les stocks pour des questions de budget, on externalise des fonctions pour des raisons d'efficacité. Et puis un jour, vous en avez besoin. Et vous découvrez que la livraison du fournisseur prend 72 heures. Et que l'entrepôt de réserve n'a pas été réapprovisionné depuis 6 mois. Il y a un angle de cette question qu'on commence à aborder un peu plus dans les débats publics français, c'est le rôle du citoyen. La France a une tradition de protection civile très verticale. L'État protège, les services interviennent, les citoyens attendent. C'est une conception qui a ses mérites. Elle produit de la cohérence, de la confiance, une réponse professionnelle. Mais elle a aussi une fragilité. Elle crée une dépendance. Regardez ce que font des pays qui ont intégré cette leçon différemment. La Finlande a une culture de la résilience civile qui s'enseigne à l'école. Chaque foyer finlandais sait, en théorie, quoi faire en cas de crise. Comment s'alerter, comment constituer des réserves, comment communiquer si les réseaux tombent. La Suède, de son côté, a lancé en 2018 une brochure nationale intitulée « Si la crise ou la guerre arrive ». Elle a été distribuée à tous les foyers. Elle explique clairement comment les civils doivent se préparer. La France a des documents officiels similaires, le site risque.gouv.fr, les plans familiaux de mise en sûreté, les guides de préparation aux crises. Mais la culture de la préparation individuelle en France reste marginale. Il y a quelque chose dans notre rapport à l'État qui fait qu'on délègue, par réflexe, la gestion de crise à des institutions. Et en temps de guerre, cette délégation peut devenir un facteur de rupture. Parce qu'un citoyen préparé, c'est un citoyen qui n'appelle pas le 15, le 18, le 112 ou le 17 pour une question qui ne nécessite pas une intervention d'urgence. C'est un citoyen qui peut tenir 72 heures sans approvisionnement extérieur. C'est un citoyen qui ne crée pas une émeute devant un supermarché au premier signe de tension. La préparation individuelle n'est pas du survivalisme, c'est de la résilience collective. Chaque foyer qui tient 72 heures seul libère une ressource pour ceux qui ne peuvent pas tenir du tout. Regardons quelque chose de plus profond. L'architecture de la sécurité civile française, sa complexité, ses forces et ses fragilités. Tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le reflet de choix collectifs qui ont été faits, couche après couche, depuis des décennies. Le choix d'un État fort, centralisateur, capable d'intervenir et de coordonner à grande échelle. C'est une force en cas de choc majeur. La réponse peut être rapide, cohérente et bien dotée. Le choix d'une décentralisation partielle, avec des collectivités qui portent une part importante de la réponse de proximité, c'est une force aussi. Le terrain connaît le terrain. Le choix d'un volontariat, parce que sans lui, la couverture territoriale serait impossible. Et la fragilité que ce volontariat porte avec lui dans un monde où les disponibilités s'amenuisent. Le choix d'une séparation entre la gouvernance politique et le commandement opérationnel. Un choix de clarté et de légitimité. Et le choix, moins conscient peut-être, de négliger parfois la culture de la préparation individuelle et collective. Ces choix sont cohérents entre eux. Ils forment un système, le modèle français de sécurité civile. Et comprendre le système, c'est comprendre à la fois pourquoi il peut tenir et pourquoi, sous certaines conditions, il peut se fissurer. La question n'est pas « est-ce que la sécurité civile française va survivre à une guerre ?» La question est « qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour qu'elle tienne aujourd'hui pendant que le choix est encore entre nos mains ?» Parce que la résilience d'une société, ça ne s'improvise pas au premier choc. Ça se fabrique avant. Ça se fabrique dans les budgets qu'on alloue au volontariat, dans les exercices qu'on prend au sérieux plutôt que ceux qu'on expédie, dans les stocks qu'on maintient plutôt qu'on liquide, dans la culture qu'on transmet aux citoyens plutôt qu'on la garde entre experts. La sécurité civile en temps de guerre, ce n'est pas une question réservée aux planificateurs du ministère de l'Intérieur. C'est une question qui appartient à tout le monde. Voilà ce que je voulais couvrir dans cette vidéo. Elle est à présent terminée, et si elle vous a éclairé un peu, je vous invite à vous abonner, à la liker et à la partager. Je suis bien évidemment à votre écoute, et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, ou même pour aller plus loin dans ce dossier,
Dites-le moi dans les commentaires, je les lirai systématiquement. À très bientôt et merci pour votre fidélité.